Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, date. Hades commence en attaque, ça c'est super. La Hades a d'ailleurs de gagner. Ah? Et le premier band de map ici, ou le premier band d'opérateurs, pardon, je devrais dire, de la part de la Frix Team, ça va être Thermite. Thermite est un opérateur qu'on va pas prendre, honnêtement. Dans des maps comme ça, vraiment, sa pertinence est pas maximisée. Voilà, je cherchais mes mots. La pertinence de Thermite n'est pas maximisée dans Clubhouse. C'est pas comme si on était juste là, avec le grand mur du garage qui est vraiment une ouverture ou une cible de choix idéale pour Thermite. Je vais encore monter un peu le volume du microphone, ça pourrait pas nuire. En fait, je pense que comme ça c'est parfait. Si je parle un peu plus fort, s'il fait le clutch! Bon ça. On n'a pas encore de microphone qui maximise, donc c'est toujours bon à voir. Puck va être notre deuxième opérateur en attaque qui va avoir été enlevé. Suivi de Kaïd, ça c'est relativement intéressant. Et puis évidemment, ça va être pour empêcher les trappes de se faire électrifier au top. The Toxic qui dit look. Ouais, c'est ça, j'étais en train de regarder un petit peu la. Look, genre. Genre ma face avec le nouveau micro. C'est un gros micro quand même. Je pense que c'est pas de ça que tu parlais. Ouais, Toxic, je suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire par là. Et finalement, voilà, le dernier ban va arriver très rapidement sur Valkyrie. Donc voilà, la fin de la phase de l'exclusion. Et on va aligner avec la première manche. Donc, la première défense va venir au top. Ça, c'est absolument pas surprenant si vous voulez mon opinion. Donc, on va venir dans la salle de recette, dans la salle de surveillance. La composition va être relativement intéressante. Donc, quelques opérateurs élites. Donc, ça met un beau petit jaune dans notre arrière-plan. C'est toujours apprécié. Castle, Castle a changé d'opérateur à la toute dernière seconde. Peut-être que Didi va prendre Castle comme un bait avant de choisir avant de changer d'opérateur ou revenir vers son choix précédent. Avec le sixième choix, au moment où je dis ça, par contre, c'est Spy qui va remplacer Smoke par Echo. Donc, le style de jeu de l'opérateur va pas être trop changé. C'est vraiment bon pour empêcher les attaquants de rusher et puis pour faire perdre de temps vers la fin de la ronde. C'est là que ça peut devenir vraiment pertinent et important. À part de ça, ben, il n'y a pas grand chose que je peux noter. Les attaquants vont avoir changé IQ pour Capital. Le genre d'opérateur qui peut aider à poser le désamorceur avec la fumée et avec le feu. Mais à part de ça, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter pour l'instant, puisque avant le début de la partie, ben, c'est toujours vraiment que des spéculations. On peut que supposer est-ce que ceci ou est-ce que cela va se passer de cette façon-là. Donc, très rapidement, la frite, évidemment, va poser un mur qui va lui permettre de poser un miroir noir. Judicieusement, par exemple, il va pas poser le miroir noir immédiatement. Après tout, on voudrait pas qu'il se fasse saboter par Twitch. Après tout, il y a un drone Twitch dans la composition. Si on revient un petit peu sur la stratégie de défense, le mur du garage pardon, va avoir été renforcé. Très 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 important. Accept No Way, as-tu trouvé ta team pour demain que. As-tu trouvé ta team pour demain que tu me parlais? Accept No Way, je suis vraiment pas certain de comprendre ce que tu veux dire par. Je cherche une team pour demain, moi? Je suis en train. Ah, ok, je pense que je sais de quoi tu parles. Ben, j'essaie de recruter le plus d'agents libres possible pour la compétition, parce que si on en a 5, ben, on va pas faire carrément une équipe complète d'agents libres. Ce qui serait très 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 intéressant. Mais honnêtement, j'ai pas regardé, je suis un petit peu in-game là. Puis tu peux tout simplement aller regarder sur la page de la compétition combien d'agents libres sont inscrits jusqu'à présent. Les barricades Castle vont être très intéressantes parce que ça va vraiment se protéger. Ça n'a pas été renforcé, j'étais absolument certain que Bandit allait vouloir banditrick ce mur-là. Mais ça semblerait être tout à fait volontaire de ne pas rentrer de ce côté-là. Pourquoi ce mur-ci n'a pas été renforcé? C'est la question que je veux savoir. Et puis je me dis, vraiment, il n'y a personne qui serait parfaitement bien équipé pour juste ouvrir le mur. On aurait de la pression qui arrive de ce côté-là et on avait Bandit qui voulait, je pense, aller chercher un kill. Ça n'aura tout simplement pas fonctionné. Ferry était là pour l'intercepter pour garder la ligne. Et ultimement, ça va être Ibana qui va venir ouvrir la fenêtre. Donc ici, Toxico va vraiment être dans une situation difficile. Vraiment, que le mur n'a pas été renforcé, c'est assez prévisible qu'il y a la pression à l'arrivée de ce côté-là. Premier kill va-t-il arriver? Oui! On va être en mesure de les faire un frag sur Lithic. Le premier ça va donc arriver à la Frix Team. Ibana, Rip Bobby d'ailleurs, pourrait revenir mettre la pression du même endroit, mais vraiment, sans le fusil à pompe de
Éthique qui est maintenant mort, eh ben, il n'y aura pas vraiment d'opérateurs qui ont des charges explosives ou un gadget qui va leur permettre d'ouvrir le mur de façon à les permettre de rentrer, sauf peut-être Rib Bobby. Rib Bobby voudra-t-il par exemple utiliser des Skyros pour pouvoir rentrer dans le mur? Apparemment oui. Non, il va les utiliser ici sur le miroir noir. Il n'y a d'ailleurs personne derrière ce miroir noir là, donc ça va être... Voilà, une explosion qui va être relativement facile à aller chercher. Ce mur-ci va donc maintenant être ouvert et on va avoir une petite ligne sur A. C'est pas assez pour protéger quelqu'un qui voudrait poser le désamorceur hypothétiquement. D'ailleurs, c'est Rip qui a le désamorceur. Mais c'est quand même suffisant pour protéger, pour bloquer une rotation. Ce qui a le potentiel d'être très intéressant. Ferry va donc revenir ici côté garage. Et puis la défense ici m'intrigue un petit peu parce qu'on les sent vraiment très élargis. Spy va devoir se relocaliser. Et puis ici, si on devait avoir Captain qui veut le rusher au même moment, ça pourrait être tout à fait intéressant. Tout à fait mortel. Mais non, oui! Ferry finalement va rentrer. Un kill va arriver. On redescend en 4 à 4. 50 secondes restantes au chrono. Les attaquants vont devoir rentrer et ça relativement rapidement. La caméra va se faire détruire. Les derniers défenseurs sont où? Lafrit qui a totalement délaissé ses miroirs noirs, ça m'intrigue un petit peu. Bandit qui fait une sortie, qui a de faire un kill, mais qui va tomber immédiatement après. Oh, à la Clémore ici. Didi qui garde la ligne sur la fenêtre. On a d'ailleurs Mira qui est en PLS. Donc ça, si on va aller la réanimer, ben, ça va laisser Ziggunator en situation de 1v3. Il va d'ailleurs réussir à aller chercher un kill. Il va tomber immédiatement. Ibana juste ici. Ça va nous laisser avec Thatcher en 1v2. 22 secondes restantes au chrono. N'a pas le désamorceur, mais il a toute sa vie. Il semble vraiment penser à qu'on va venir le flanquer côté garage, mais ce ne sera tout simplement pas le cas. La pression va vraiment arriver de ce côté-là. Et en fait, les défenseurs, évidemment, n'ont aucune raison de tenter d'aller chercher le kill plus que nécessaire. Va rentrer, il n'a pas de désamorceur, il faut qu'il fasse la -2, ce sera tout simplement impossible à aller chercher. Didi, le Kiwi, qui va être en mesure de faire le kill final. La Frix Team va donc remporter la première manche. Et voilà, très beau kill ici de la part de Didi. Et ça va être encourageant parce que la Frix Team a eu quand même beaucoup de difficultés à remporter la map ou à remporter des rounds dans la dernière map. Donc qu'ils aient un départ plus encourageant cette fois-ci, ben, c'est vraiment très beau à voir. Et on va y aller ici avec les replays. J'ai l'impression que quand tu as une stratégie qui est vraiment hors du commun, ça pourrait même vous avantager. On repense notamment au mur justement, au mur vers le balcon qui n'était pas renforcé. Et puis, les membres de la Hades arrivent et puis ils se disent, bon, ben, c'est clair qu'on va y aller avec du Thatcher, ils vont aller avec du Ibana pour ouvrir le mur. Mais là, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas juste poser du Ibana parce qu'ils vont se faire wallbang, ils peuvent pas juste poser une charge explosive parce que sinon ils vont se faire wallbang. Et puis, ils ne sont plus du tout certains comment ils veulent arriver, comment ils veulent ouvrir le mur. Ça va donc forcer justement Jackal à revenir avec son fusil à pompe. Quand le fusil à pompe de Jackal est la meilleure façon d'ouvrir un mur non renforcé. C'est vraiment que la team a été prise au dépourvu, puis on aura pu voir la décale pré-shot de Bandit qui aura permis justement de chercher un kill relativement facile là-dessus. On va s'aligner avec la deuxième défense qui va sans grande surprise aller au sous-sol, donc dans l'église. Et voyons voir ce que nous allons avoir. Donc, je ne note personne qui semble particulièrement pressé d'aller à l'étage supérieur pour renforcer les trappes. Ça a le potentiel d'être relativement intéressant. Et peut-être même un petit peu inquiétant. Même c'est qu'une question de temps. Voilà, on va maintenant avoir le Kiwi, Didi, le Kiwi qui va monter. La première trappe va se faire renforcer juste après qu'on détruise ici le drone de Ferry. Tout de même, on a encore 4 drones vivants chez les attaquants. Ce qui est, somme toute, quand même beaucoup. Ça va leur permettre de prendre beaucoup d'informations sur les présences et sur les emplacements des défenseurs. Deux défenseurs d'ailleurs, les deux membres les deux membres américains ici, du FBI SWAT, Ziggunator et Didi le Kiwi vont rester à l'étage supérieur. Est-ce que ça va être pour roamer ou est-ce que c'est juste pour renforcer les trappes et on redescend immédiatement après? Ziggunator redescend. C'est d'ailleurs un peu intéressant parce qu'on s'attendrait à ce que Ziggunator reste en haut et que Didi redescende. Didi semblerait vouloir retourner sur l'objectif, mais sans une grosse presse. Et au moment où je dis ça, ben, je me rends compte que je me trompe. Juste poser une barricade castle juste ici. Et l'éthique va donc avoir quand même bonne facilité pour pouvoir taguer des traces de pas. Après tout, quand un défenseur monte pour faire la trappe, c'est évident qu'il va y avoir des pas autour de la trappe qui a été renforcée. Ferry va vouloir droner. Et on peut vraiment voir les attaquants qui sont en train de mettre de la pression par le garage. Cependant, Didi, lui, est retourné sur l'objectif depuis longtemps. Et va poser ses 3 barricades aux 3 portes qu'on peut voir juste ici. Et on peut vraiment voir une défense beaucoup plus turtle. Sur l'objectif, très peu de roamers qu'on va avoir chez les défenseurs en fait. Regarde ici, Ziggunator est en transport sur le site. L'étage supérieur avec son cardiaque. Mais vraiment pour l'instant, il n'y a absolument personne. Et puis l'assaut va prendre un petit peu de temps à arriver. Les attaquants qui prennent leurs précautions, c'est normal, c'est compréhensible, c'est la chose à faire. Mais ultimement, ce sont des précautions qui sont, comment je peux dire, inutiles.
Ici, on va voir Bobby qui va commencer à faire le tour des trappes et qui va vouloir les ouvrir les unes après les autres. Évidemment, il y a 4 trappes qui ont été renforcées, puis en ouvrir que 3, donc ça va le forcer un petit peu à choisir. Et puis on va voir Ferry ici. Est-ce qu'il veut déjà sauter par la trappe? Ce serait un certain risque à prendre dans la mesure que s'il devait sauter, ben, il va mettre de la pression solo. Ça, attaquer l'objectif solo, c'est jamais quelque chose de particulièrement recommandé. Pulse, c'est juste ici. Va-t-il vouloir lancer la intro? Est-ce que c'est une grenade ici qui se faisait lancer? Non, il n'y a aucun opérateur qui a la grenade flash dans l'inventaire chez les attaquants. C'est peut-être Capito qui prépare une grenade flash. Dans un cas comme dans un autre, le projectile n'est jamais arrivé. Zignatator est encore tout seul ici pour retenir de la pression. Et on a ici, au moment où je vais prendre la perspective, c'est Spike qui va réussir à chercher le premier kill. Très bien joué. La deuxième trappe va se faire ouvrir. Ça va attirer l'attention de Dizzy. Et il faut voir de quel côté les attaquants veulent arriver parce qu'on peut voir qu'il n'y a absolument aucune pression qui est en train d'arriver par la trappe de l'autre côté. Dragon est en train de revenir vers la cuisine. Il va vouloir s'assurer juste ici qu'il n'y a personne. Il va vouloir bloquer les rotations dans la mesure du possible. Et il va faire face à Bandit. La frite ici, s'il se découvre un petit peu trop, pourrait se prendre une méchante tête. Est-ce que Zofia va vouloir sauter? Zignatator va clairement avoir l'information de sa présence. Et puis ici, on peut voir de grandes flashs vont être en train de se faire lancer. Mais est-ce que c'est des gadgets qui seront utilisés pour rien? Beau pré-shot ici. L'ouverture était très prévisible. Bobby de son côté, il éthique pour faire un beau kill. On va avoir ici Zignatator qui va tomber. Situation 3v3. Les attaquants ont pris un bon contrôle maintenant de l'objectif. Oh, on a un autre kill qui va arriver ici de la part de Zofia. Toxico tient la ligne, mais il va falloir qu'il rentre pour être en mesure d'empêcher les adversaires de se faire poser. Il va faire un premier kill, mais c'est vraiment une question de temps avant que, voilà, Dragon lui tire dans le dos de la tête. Et ça va nous laisser avec Spy en situation de 1v2. Rectification 0v2. Il est maintenant mort. La Hades va remporter la deuxième manche. Voilà, très bien joué ici. En abattant le joueur qui est en PLS, ça prévisait trop parfaitement son avancée, son arrivée. C'est ainsi qu'on aurait eu un kill relativement facile. Voilà pour le replay. On est maintenant en situation de 1 à 1. Chaque équipe nous montre qu'ils sont capables de remporter certaines rondes. Chaque équipe nous montre que la compétition ou cette partie-ci va être relativement serrée, si je puis me permettre. Vraiment, le gros de l'action est arrivé vers la fin de la ronde. Les attaquants, les membres de la Hades ont pris beaucoup, mais je veux dire beaucoup de temps avant d'arriver. Ils voulaient vraiment s'assurer que tout soit sécuritaire et tout ça. C'était la chose à faire. Mais tout de même, des rondes qui se jouent aux dernières secondes, ça nous parle quand même de certains manques d'agressivité de la part de la Hades. Ils prennent le temps de bien tout droner, c'est une bonne chose à faire. Mais quand même, ils prennent beaucoup de temps. Puis le plus que le momentum se perd chez les attaquants, le plus que ça va être facile pour les défenseurs, dans ce cas-ci Frix, de juste tenir leurs angles et d'interdire aux attaquants de rentrer. Donc, très bien joué là-dessus. La troisième défense, comme vous pouvez le voir à l'instant, va retourner à nouveau au sous-sol. Évidemment, la défense a échoué, donc on va tenter de refaire ce qu'on aurait vu précédemment, mais avec un peu plus de succès cette fois-ci. Et puis Pulse immédiatement va être le premier à monter à l'étage pour renforcer les trappes. Est-ce qu'on a... Oui, Didier le Kiwi va également être au top pour renforcer les deux autres trappes. Et ce qui va être intéressant ici, ça va être de voir Toxico avec Mira. Va poser ses miroirs noirs. On n'aura pas vraiment observé beaucoup d'actions devant et derrière les miroirs noirs dans la ronde précédente. Malgré le fait qu'il y avait Mira dans la composition. Ça nous parle donc de miroirs noirs qui avaient été pas particulièrement pertinents, utiles ou qui n'auront pas eu une grosse influence sur la partie. Toxico ici va vraiment s'assurer de les poser de façon à ce qu'il soit beaucoup plus pertinent. Le mur derrière l'église qui n'était pas renforcé, ça parlait peut-être de la volonté de mettre du miroir noir là-dessus, mais là on peut voir que la frite est en train de renforcer. Donc je ne saurais pas trop quoi penser. Et là, nous allons poser le miroir noir, le premier de ce côté-là. Le deuxième, par exemple, va falloir voir de quel côté il va arriver. Est-ce que tous les murs ont été renforcés de ce côté-là? Non, qu'un seul n'est pas renforcé. Ce qui va permettre à Toxico de poser son deuxième miroir noir juste ici. En faisant attention, j'ai l'impression Drone Twitch, on aura vu quelques petites hésitations. Absolument personne, encore une fois, n'est en roaming. Et ici, est-ce qu'on a carrément Spike qui était embarré à l'extérieur de l'objectif par ses alliés? Petit manque de communication ici de la part de la Frix. Team, c'est un petit peu dommage à voir. Oh, Ferry ici qui est capable de chercher un premier kill sur Zignatator. Il savait exactement où il se trouverait avec le détecteur d'électronique. Et c'était vraiment bien joué, honnêtement. Je veux dire, Pulse avait un jeu ou un style de jeu assez prévisible. On tente d'aller trouver la caméra, mais elle refuse de se laisser abattre fort malheureusement au moment où on a de la pression qui commence à arriver de ce côté-là. Et puis si les Tics devaient ouvrir la barricade Castle, ben c'est un Toxico qui va les sauter dessus et qui va vouloir l'empêcher d'aller plus loin. Et Bobby est en train de tenir la ligne de la pression à partir des lignes. Et on va avoir la frite ici qui est capable de faire un beau kill. La question qui va venir va être, est-ce que les trappes ont été ouvertes? Une trappe ici, une deuxième là.
Mais la troisième semblerait être intacte. Donc Hibana va être morte sans avoir utilisé l'entièreté de son gadget. Ce qui est un petit peu dommage pour les membres de la Hades, mais tout n'est pas encore perdu. Finalement, cette barricade castle-là va tomber. Très rapidement, on va réaliser justement que nous avons Toxico qui est juste ici et qui peut être un danger très important. Quoi qu'il y a quand même une certaine vulnérabilité dans sa défense. Ça va être juste là-bas, voilà, si quelqu'un devait descendre les escaliers dans la salle bleue. Et bon, on pourrait le voir, la décale ici. Est-ce qu'elle a fonctionné? La réponse va tout simplement être non. Par exemple, détruire les batteries bandits, ça ne servira pas à grand chose. Hibana est morte et on ne pourra donc pas ouvrir le mur renforcé de cette façon-ci. On prend les informations avec le Jackal, mais ça va vraiment prendre quelqu'un qui va sauter, qui va vouloir aller mettre de la pression. Knight est en train de chercher une toute petite ligne sur Bandit. Ouais, voilà, sur Bandit. Mais il ne la trouvera fort malheureusement pas. Ah non, Bandit est de ce côté-là. On va tenter les décals, ça ne passera pas ni pour l'un ni pour l'autre. Des gros pré-shots qui vont vraiment être une question plus de chance et de hasard. Oh, la fumée ici va montrer très clairement qu'on veut sauter. Et Dragon va arriver de ce côté-là. Va-t-il même pouvoir rentrer? Il est où? On le voit relativement mal avec la fumée, mais non. Ils ont réussi à passer. Ils vont donc maintenant se diriger vers A. Par exemple, on va avoir Bandit qui pourra très bien l'intercepter. La -2 sera même possible s'il ne recherche pas au mauvais moment. Et non, Lilith et Dragon vont avoir fait 2 kills très rapidement, en très rapide succession, l'un après l'autre. Spy va être en mesure d'empêcher le désamorceur de se faire poser une fois, mais pas 2 fois. Et ici, on a les attaquants qui sont sur l'objectif. Par exemple, ça va être Spy qui va être en mesure d'aller chercher le premier kill. Le désamorceur est en train de se faire poser. Situation de 2v3. Lafrite va tenter des décals supplémentaires, mais il ne semble pas trop savoir de quel côté tenir la ligne. Et ça va être le drone ici de Dragon, de Spy, pardon, qui va vraiment pouvoir lui donner les informations. On va avoir désorienté un adversaire, par exemple, on n'est pas capable de chercher le kill. Les deux vont se le tomber au bol de Knight. Non, Lafrite est capable de faire un kill, par exemple. Il en a encore 2 à aller chercher. Et le désamorceur a déjà consommé la moitié du temps que ça lui prend pour désamorcer la bombe. Donc ici, ça va être vraiment difficile. Il ne peut pas passer par bleu parce qu'après tout, il va se prendre le miroir noir en face de lui, ce qui est définitivement pas voulu. Et c'est ainsi que Lithic, avec la dernière kill, va être en mesure de remporter la ronde pour la Hades. Un excellent shoot ici, un excellent jeu, mais après tout, la décale était relativement prévisible. On a maintenant, pour la première fois... Ah, pas vraiment pour la première fois. Dans les deux parties, c'est la première fois que l'équipe attaquante mène la danse. Même c'est la Hades qui attaque cette fois-ci, donc on peut comprendre un peu de où ça vient. C'est vraiment dommage que l'Afrique ait de la difficulté à jouer ses kills, à gagner ses kills, parce que sinon les stratégies de l'une ou de l'autre équipe, le game sense, le brain, est à un niveau très semblable. Vraiment, le gros conseil que je pourrais donner à l'Afrique ici, ça va être tout simplement de un petit peu retravailler leur shoot, parce que c'est tout vraiment ce qui leur manque pour être à l'égalité face à la Hades. Donc à nouveau une défense de l'église qui a malheureusement échoué. Mais ils vont pas vouloir tenter une troisième défense. On va préférer retourner à l'étage au top, à la salle de recette et à la salle de surveillance. Avec une composition assez intéressante. On a un nouveau castle. On a en fait à peu près la même composition que la toute première ronde. Par exemple, est-ce qu'ils vont vouloir cette fois-ci renforcer le pan de mur extérieur? Jusqu'à présent, oui, voilà, le pan de mur a été renforcé. Et puis on peut vraiment comprendre pourquoi. De le laisser sans supervision, de le laisser sans surveillance, c'était intéressant. Ça aura permis, durant la toute première ronde, à l'Afrique d'aller chercher un kill, d'aller chercher le premier sang d'ailleurs. Mais ultimement, je pense que ça n'aura pas payé. Et donc c'est pourquoi on est en train de retravailler un petit peu la stratégie. Les barricades castle qui vont arriver des départs et d'autres dans les fenêtres juste ici. Ça va permettre de défendre un peu mieux Toxico qui va sans doute vouloir Banditrix ici. Parlant de Banditrix justement, on va avoir Rip Bobby qui va commencer à arriver très rapidement. Et puis la pression va arriver. Et on va justement vouloir tenter de détruire le mur ou d'empêcher le mur de se faire détruire pour l'une et pour l'autre des équipes. Ça va être un petit peu le jeu du chat et de la souris. Rip Bobby ne pourra pas faire grand chose sans l'effort de Thatcher. Est-ce que c'est moi où on a Jaeger qui est juste ici? Le moindrement que Thatcher monte en rappel. On pourrait peut-être même avoir Zigounette qui va tenter une sortie pour... Ok, je vais arrêter de prendre la perspective de troisième personne. Il va tenter de monter. Est-ce que Zigounette veut le faire? Les deux tables qui sont un petit peu tard. Il y a encore quelqu'un juste ici. Oui, Thatcher n'est toujours pas au top. Et là, voilà. Maintenant, il est un petit peu trop tard pour faire ce genre de sortie-là. Donc, le jeu du Banditrix et du counter Banditrix va commencer. On va voir où le feu qui va les forcer à se relocaliser. Et donc, Rip Bobby n'aura absolument aucune difficulté à ouvrir ce mur-ci. Les attaquants qui ont maintenant trouvé leur porte d'entrée dans le bâtiment. De son côté d'ailleurs, on a Castle qui est tombé, donc ça c'est relativement dommage. La pression va arriver à partir de l'autre côté, de l'autre aile du bâtiment. On a Flixzy, bonjour à toi, comment vas-tu? Bienvenue sur le live, bienvenue
sur la chaîne. J'espère que tu vas t'y plaire. Et puis essentiellement, si on veut attaquer du côté de la chambre, eh bien, ça va être la frite qui va être première ligne de défense pour retenir la pression. Avec Toxico qui va devoir s'assurer vraiment d'empêcher les attaquants d'arriver par le balcon extérieur. On va voir ici où Jackal qui va ouvrir ce mur-là, ça va vraiment causer problème parce que la frite a une arme qui a une faible portée. Et ici, de par la nature des armes dans les mains des défenseurs et des attaquants, cette fusillade-ci va systématiquement désavantager la frite. Reste encore à voir. Jackal ici va tenter la décale. On peut voir comme de fait la frite va encaisser une certaine quantité de dégâts. Un quart de sa vie, c'est pas la fin du monde, mais quand même. Litik qui a tenté la décale, lui, a encore toute sa vie. On peut voir, même si personne n'est mort, ce sont quand même les attaquants qui vont gagner la petite fusillade. Ici, le beau one-tap, Rip Bobby. La frite qui savait absolument pas qu'il était découvert, qui ne savait pas qu'on pouvait le voir. Et c'est ainsi qu'il va se faire punir. Toxico va tenir une ligne, va vraiment vouloir empêcher les attaquants de rentrer plus loin. Ça a le potentiel de fonctionner, mais je ne pense pas, par exemple. Il a un visuel sur l'ouverture ici que Dragon est en train de tenir. Donc ici, ça pourrait poser problème, mais pour le reste, il tient une ligne très étroite. Zignetator, qui était toujours un petit peu en proxy sur le garage, est capable d'aller chercher un beau kill. Et là, avec 37 secondes restantes, les attaquants vont devoir relativement rapidement tenter quelque chose. La flash va se faire préparer, mais elle ne passera tout simplement pas. Et ici, on va voir Smoke d'un côté, puis on va voir Toxico qui va juste se retourner. Mais il ne va pas le faire. La Clément va faire un kill ici. On va voir Zofia qui va encaisser des dégâts. La Nitro va se faire lancer, mais ce n'est pas politique dans son dos. Est capable de chercher le kill. Spy va donc être en situation de 1v4. Le désamorceur transfert posé. 17 secondes restantes au chrono. Il doit jongler plusieurs lignes, plusieurs points d'attaque potentiels. Le fusil à pompe à cette distance-là va être tout à fait fatal s'il est capable d'atteindre sa cible, ce qui ne sera pas le cas. Et c'est ainsi que Rip Bobby va remporter la ronde pour la Hades. Quand même, le déplacement et le game sense étaient bons parce que les défenseurs n'avaient absolument aucune idée ou aucune conscience de la présence justement d'Ibana sur l'objectif. Et c'est ainsi que la ronde ou que le kill cam final aura eu lieu grâce à cet avantage de la surprise qu'Ibana soit déjà là sous son nez si rapidement. Je n'ai malheureusement que 3 replays pour vous aujourd'hui. Donc le premier ici, ça va être la ligne qu'Ibana tenait. Un excellent one-tap, ça vraiment c'était de toute beauté. Après ça, on avait Toxico ici qui voulait mettre de la pression, qui a fait son possible pour empêcher Zofia de rentrer, mais il s'est fait tirer dans le dos. Et finalement, là, quelqu'un final ici avec Smoke. Smoke qui a fort malheureusement pas été en mesure d'atteindre une seule balle sur son adversaire. Ça, c'est vraiment dommage. 5e manche. Avant-dernière manche, ça va le changement de rôle. On va retourner dans l'église dans l'armurerie. Et puis ça va être relativement intéressant parce que toutes les fois où l'Afrique a voulu défendre l'étage inférieur, eh bien, la Hades va avoir remporté l'attaque. Vraiment, la seule manche que l'Afrique a pu gagner, c'était dans la salle des recettes. C'était où ils étaient tout juste il y a quelques secondes, il y a quelques instants. Et puis, on aura pu voir justement qu'ils vont s'être fait intercepter, qu'ils sont fait. Que la défense va avoir été un échec total. La bonne nouvelle, c'est que la composition est légèrement différente, donc ça, c'est le potentiel de les aider un petit peu. On va avoir Zigunetator ici qui va jouer Ella, une nouveauté pour ces équipes-là. Lésion également, qu'on ne va pas sortir très souvent. Didi le Kiwi qui va donc pouvoir un peu savoir de quel côté l'attaque va arriver avec les différentes Mingu qui vont éclater. Là où les attaquants, donc les membres de la Hades, vont mettre de la pression. À nouveau, on a un miroir noir. À nouveau, on a une Mira dans la composition. Mais je penserais bien qu'on va modifier un petit peu la stratégie de défense avec Mira. Après tout, la frite a renforcé le mur qui était précédemment utilisé pour faire les décales. Après tout, Toxico va poser un premier mur en or de ce côté-là. Et le deuxième, va-t-il venir ici juste pour prendre des informations? Parce que définitivement, les murs sont renforcés, mais il est tout de même en train de poser son miroir noir. C'est quand même une certaine vulnérabilité potentielle si jamais on devait être capable de faire un long tir croisé, peut-être en utilisant les escaliers là-bas comme point de hauteur pour être en mesure d'aller détruire justement la petite canette de gaz compressé. Et de saboter le miroir nord, mais c'est vraiment pas facile à faire. Twitch n'étant pas dans la composition, ça va être le genre d'exploit qui ne sera vraiment pas très probable. Pour la première fois, par exemple, on a un jeu de roaming. L'Afrique Team va avoir Zignetator ici qui est en roaming à l'étage supérieur. Et puis là, le problème, ça va être Jackal est en train de prendre des informations, on est en train de droner avec le drone. Et puis vraiment, il va recevoir de la pression et beaucoup de pression. C'est pourquoi il va devoir fuir et se relocaliser le plus rapidement possible. Renforcer, c'est un peu dangereux d'accepter le ping. Et c'est voilà, maintenant, Zignetator n'est plus repéré. On sait quand même clairement que la pression va arriver. Le n'est pas particulièrement bien caché. Le moindrement que quelqu'un arrive mettre de la pression, on devrait le voir à IQ. IQ a d'ailleurs pris une première mine grise mode. On va droner encore un petit peu. Au moment où on
serait même à portée. Oh non, deuxième ping Jackal. Ça a vraiment forcé Ziminotaur de se relocaliser. Ah, si jamais il aurait été en mesure de faire ce petit travers-là, ça aurait été super bon. On va sauter directement en face de Jackal et c'est ainsi que Litig va être en mesure d'aller chercher le premier kill. Le premier sang va donc venir à la Hades. Le jeu de roaming est maintenant tombé et les défenseurs restants vont devoir tout simplement sagement attendre sur l'objectif que la pression arrive. Et ça, c'est peut-être un des petits problèmes de la Frix Team. Ils sont beaucoup trop passifs. Ils attendent que la pression vienne sur eux sans vouloir vraiment empêcher les attaquants de ne serait-ce que de mettre le pied dans l'objectif. On aurait une première tentative justement de pallier à ça. On avait là qui était en roaming, mais c'était tout simplement pas suffisant. Le drone, le gars ici va probablement tomber, mais on a la difficulté à le trouver et il va fuir. Mais non, il va finalement se faire avoir. C'était quand même du beau jeu là-dessus. Maintenant, on va être en train d'ouvrir la trappe juste là. Et quel défenseur va être dans les environs pour recevoir de la pression? On va avoir Lafrid juste ici. Spike qui se relocalise également au moment où l'autre trappe est en train également de servir de point d'entrée pour les attaquants. La pression va venir de différents côtés à la fois et justement les défenseurs vont devoir se retourner de différents angles et devoir jongler plusieurs lignes, ce qui va définitivement pas être facile. Tout le monde, le temps est en train de s'écouler, il reste plus que 44 secondes au chrono. La Hades va devoir rentrer rapidement dans l'objectif, sinon ils vont risquer de faire un rush à l'aveugle, un rush vraiment à la dernière seconde qui va fort probablement les faire causer plusieurs erreurs. Ou les faire commettre plusieurs erreurs, je pense que ça se dirait mieux comme ça. Perry ligne, mais vraiment ça va fonctionner que si on est. Que si quelqu'un de pique. Et pour l'instant, ça va être Rip Bobby qui va être en mesure de rentrer, d'aller chercher un beau kill. Mais non, il va se faire refrag immédiatement. On va avoir par exemple un deuxième allié qui va sauter par-dessus son épaule. Litig va-t-il vouloir commencer à poser le désamorceur? Il a le désamorceur, donc Dragon va devoir le couvrir un minimum. On ne semble pas savoir par exemple qu'il y a quelqu'un juste ici. Ah oui, on semble savoir, on fait les décales. Et oui, Ferry qui va aller chercher un kill. Toxico par exemple de ce côté, la -2 va se faire intercepter par Ferry très rapidement après. Très bien joué ici de la part de la Hades qui va remporter la 5e ronde. Au double kill ici dans la kill cam finale, c'était du solide. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie là pour dire solide. Mais voilà, on va avoir un petit peu plus de... Oups, je voulais pas faire ça. On va avoir un petit peu plus de replay dans cette ronde-ci. Premièrement, Ella. Ella, avec son jeu de roaming, si elle avait su mieux jouer, ça aurait eu plus de potentiel. Parce que son aventure à roaming va s'être limitée à je ne suis pas sur l'objectif, je me fais track Jackal, je fuis, je me fais Jackal, je me fais tuer. Ok, Jackal va avoir utilisé deux de ses habilités justement pour traquer les pas de Ella. Mais vraiment, c'est pas le genre de gadget que tu veux garder dans ton inventaire pour attaquer l'objectif même. Et donc après ça, ben, c'était vraiment une répétition de ce qu'on a systématiquement à chaque fois. Et ça va être justement... Les attaquants, les membres de la Hades peuvent tout simplement encercler l'objectif comme ils le veulent, mettre de la pression de plusieurs endroits à la fois et ça va causer la fin et ça va causer la perte de la Frix Team. Donc, 6e manche, dernière manche avant le changement de rôle. On va avoir cette fois-ci une défense de l'église et de l'armurerie, donc on retourne exactement où on était précédemment. Et ça a le potentiel d'être très dangereux. Après tout, chaque défense de la Frix au sous-sol, c'est soldé par un échec. Vous voyez, ils n'ont qu'un seul point à l'écran. Et ben, le seul point qu'ils ont gagné, c'était à l'étage supérieur, dans la salle de recette. Honnêtement, ça aurait peut-être été une bonne idée pour eux d'y retourner. Tout de même, on a des compositions qui sont relativement statiques. C'est assez rare que la Frix Team change un petit peu ses habitudes. Et puis, ça leur donne quand même un aspect très prévisible. Ce qui est quand même fort dommage parce que ça facilite vraiment la tâche à la Hades. Les emplacements de miroirs noirs sont très à voir. La bonne nouvelle par exemple, c'est que Spice cette fois-ci, au lieu de jouer Echo, va jouer Maestro. Donc le genre de gadget qui ne pourra pas trop facilement se faire détruire par un Echo au travers du plafond. Et au moment où il change ça, où il change d'opérateur pour ne pas se faire tout simplement désamorcer par IQ, les tics ne jouent plus à IQ, mais jouent bien Nomade. Donc, vraiment, on peut voir des modifications. On a un replay sport qui dit qu'ils sont solides, les Hades. Ouais, les Hades sont vraiment en train de bien jouer. Je suis vraiment curieux de voir un petit peu leur stratégie de défense parce que dans la dernière map, on a eu très peu de roaming et de l'une et de l'autre des équipes. Toxico qui va être en roaming, qui va faire un premier frag sur l'Itic. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, il nous montre que le roaming est encore capable de faire des kills. Le roaming a encore le potentiel justement de surprendre les membres de la Hades. Mais par exemple, la mobilité est vraiment clé ici parce que la Hades est tellement bien capable d'encercler l'objectif. Si tu es en roaming en 1v5, 1v4 après avoir fait ton kill, tu vas te faire encercler derrière sans avoir les renforcements, sans avoir les protections que l'objectif a à t'offrir. C'est une sentence de mort. On peut voir ici les deux barricades castle qui vont avoir été posées ici.
ça a le potentiel d'être très intéressant pour les attaquants. La Frix ici, c'est peut-être même tiré un petit peu dans le pied. Après tout, Rip Bobby, n'importe qui d'autre pourrait tout simplement sauter en toute sécurité avant d'ouvrir les barricades Castle. On peut facilement imaginer un scénario où 2 et 3 des attaquants sont dans la petite antichambre juste ici. Zofia lance avec son 1519 Lifeline une munition sur la barricade Castle. Au même moment, on va avoir, on va dire, Capta ici qui lance une grenade flash, ça pourrait porter justement à un rush. Donc de bloquer un peu la visibilité, et de la difficulté à décider si c'est bon ou si c'est mauvais. Invariablement, voilà, ça va se faire de l'instant. Et ça va permettre aux attaquants de continuer à avancer. Dragon, par exemple, ne semble pas trop confiant s'il veut se monter. Et puis on peut comprendre, il y a un miroir noir juste ici. Et Zegunatator a sa nitro dans les mains et tout à fait prêt à la lancer. Si jamais que les pieds de quelqu'un devaient toucher le sol. Encore une fois, d'où ça ramène un peu le point de l'arcade Castle était peut-être un petit peu plus bénéfique pour les attaquants que pour les défenseurs. Dans un sens comme dans l'autre, il nous reste 55 secondes au chrono, 50 au moment de ma phrase. Et puis là, il va vraiment falloir que les attaquants commencent à arriver. Plusieurs trappes ont été ouvertes. Évidemment, les escaliers, on peut toujours les emprunter pour descendre. Rip Bobby n'a plus d'escaliers dans son inventaire, donc il ne va pas ouvrir ce miroir noir là, malgré le fait que Thatcher va toujours pas lancer le Thatcher. Ici, si on va regarder un petit peu en troisième personne, on va avoir de la fumée qui va arriver et les attaquants vont maintenant faire leur push finalement. On va commencer à rentrer. Ibana qui a de faire. Ah oui, c'était Ibana. On entendait. Oh, par exemple, au même moment, Zegunatator va l'intercepter. La -2 va-t-elle passer? Ferry qui a de faire un beau refrag. On a maintenant le contrôle de A, donc ça aura pris un certain temps avant qu'on rentre, mais on aura été en mesure de faire le kill. Et voilà, on va avoir Ferry qui va tomber. Le désamorceur néanmoins transfert posé, donc ça va vraiment dépendre de la frite. Le désamorceur va maintenant avoir été posé. Là, oh non, ça pourrait être une excellente déconcentration. On joue vraiment avec le feu ici. Et voilà, là, va se faire détruire. Mais ça aurait pu être une excellente déconcentration. La frite, malheureusement, n'aura pas capitalisé là-dessus. Il joue très passivement. C'est Spike qui va rentrer, qui va faire un premier kill. Le dernier attaquant en vie, Dragon, a très peu de vie. Il va être en mesure de faire le premier kill. Mais il va tomber au bal de la frite. Et c'est ainsi que le désamorceur va se faire contre-désamorcer. Et que la Frix va remporter sa deuxième ronde tout juste à temps pour le changement de rôle. Très bien joué ici de la part de la Frix Team. On a pu voir que la Hades a pris son temps avant de rentrer. Quand ils sont rentrés, leur rush était vraiment assuré et puis ils sont allés d'une main de fer. C'était très bien joué là-dessus. Quand ils ont posé le désamorceur, ils avaient un bon contrôle. C'est un peu dommage, par exemple, qu'ils n'aient pas été en mesure de bien gérer la Evil Eye de Maestro. Parce que c'est vraiment là qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Et qu'ils ont perdu quand même un joueur, on va dire, et demi. Parce que Zofia, s'il était à toute sa vie, elle aurait peut-être même été en mesure de faire la -2 une fois que le défenseur était posé. On a quand même plusieurs replays ici, car on aura eu plusieurs actions tout à fait intéressantes. Premièrement, le premier kill en roaming de la part de Jaeger, évidemment, il aurait été repéré très rapidement. Le rush qui est arrivé par après, on peut voir vraiment qu'il y a eu un gros temps mort entre les deux événements. Et voilà, une belle double kill de la part de Bobby, par exemple. Exactement, l'assaut sur l'objectif qui a... Oh, par exemple, j'ai dû enregistrer ça plus d'une fois, c'est pour ça qu'on le voit en double, c'est pour le temps de clip. Voilà, par exemple, Ferry qui était rentré, qui avait très peu de vie. C'est ainsi que Maestro aurait été en mesure d'aller chercher un premier kill. Par exemple, utiliser le peu de tir qu'il avait avant que sa tourelle surchauffe sur un joueur qui est en PLS, c'est pas la meilleure des idées. Je veux dire, s'il avait concentré ses tirs sur Zofia plutôt, peut-être même qu'il aurait été en mesure de la tuer. Et voilà, Zofia est capable de faire un premier kill, mais va se faire intercepter par le deuxième. Et c'est ainsi qu'on aura eu Bandit qui va avoir remporté la ronde pour son équipe. Donc, on vient d'avoir le changement de rôle. On est rendu à la 7e manche. Et la première défense pour la Hades va venir à l'étage supérieur. La composition va être relativement intéressante, évidemment, avec des équipes différentes qui utilisent vont utiliser des stratégies différentes l'une et l'autre. Et bien, on peut voir la présence de Maestro à l'étage supérieur dans la salle de recette, quelque chose qu'on n'aura pas vu précédemment jusqu'à maintenant. Finalement, ça va être absolument impératif de poser la Evil Eye de façon à ce qu'elle puisse voir l'entièreté de l'objectif. Est-ce qu'on est capable de détruire peut-être les... Est-ce que c'est des sachets de cocaïne ou c'est... C'est peut-être même... C'est beaucoup trop sombre pour être de la cocaïne. Est-ce que c'est carrément du ciment dans des petits sachets comme ça? Dans un cas comme dans un autre, on va finalement poser la Evil Eye sur la table pour qu'elle ait une bonne visibilité. Alors, on n'a pas de castle cette fois-ci. Mais ça va quand même être suffisant pour permettre, voilà, à Rip Bobby de jouer un peu le bandit ici. Les attaquants qui en va pas tous spawner du même côté. Didi semble chercher une caméra Valkyrie. La caméra du bâtiment a été détruite, mais il continue encore à regarder les environs, comme s'il se faisait observer. Smoke est encore et toujours en train de se chercher une ouverture pour créer la ligne juste ici. Le premier dispositif grenadier va arriver. Par exemple, ce qui va être très intéressant, ça va être Toxico. Toxico a vraiment le potentiel d'empêcher
euh, d'empêcher Rip Bobby ici de faire quoi que ce soit après tout. Il peut lui tirer dans les tibias à tout moment. La Nitro par exemple. Il va se tuer, mais il va être en mesure d'aller chercher un excellent kill sur Toxico. Une vie pour une vie. Si c'est ce que ça prend, ça va le faire. Cependant, ben là, il n'est plus là pour faire le Banditrix. Et puis Didi va être en mesure très facilement de jouer ça avec l'Exclaros de Ibana. Knight, pour sa part, va devoir jongler différents angles. Après tout, on va voir ici l'escalier sur sa gauche qui peut être un point d'entrée potentiel. Et puis, il va devoir également faire attention à l'ouverture qui a été créée juste là. On a quand même Ferry qui lui aussi peut aider à garder la pression de ce côté-là. Par exemple, nous avons, je pense, un meurt dans les environs où ici on a Spy et puis l'éthique, le moindrement qui fait la sortie au bon moment. Il pourrait chercher un kill sur Spy. Je ne pense pas que ça va arriver, il ne semblerait pas avoir les formations. Son adversaire, oui, il va le tenter. La Clémore est à l'autre fenêtre. Et voilà, la sortie ne passera pas. Spy va être en mesure d'intercepter ça. Très bien joué. Ça va descendre les défenseurs en situation de 3v4. Ils ont un certain désavantage numérique. Et puis là, ils vont devoir jongler plusieurs lignes. Ferry qui va donc savoir que Kepto va vouloir arriver de l'autre côté. Les mines de Zofia vont clairement indiquer que quelqu'un va arriver de ce côté-là. Mais finalement, la pression n'arrive pas trop rapidement. On va lancer une Mingu. Et ici, Banan va être en train d'ouvrir une autre ligne. Et c'est plus pour donner des lignes que pour rentrer. Après tout, à cette hauteur-là, ça ne passera pas. Et la pression va clairement venir sur Dragon. Donc la deuxième ouverture de Banan servait à tenir un travers là-dessus. Et puis dans la fumigène, ça va permettre à la frite de rentrer. Voilà. Un kill relativement facile, je veux dire. Dragon était là, il était tout à fait passif. C'est comme s'il était flashé. Il ne voyait pas, il ne peut pas vraiment se défendre. Puis il est sagement resté exactement là où les attaquants savaient qu'il allait être. Donc ça aurait été très facile. La rotation ici, ou la repositionnement, je devrais dire, de Knight qui va être très dangereux. Il va quand même être en mesure de chercher un kill. Et là, il va tout à fait flasher. Est-ce qu'on veut le push? Non, ça c'est peut-être une petite erreur. Un kill relativement gratuit qui va avoir été raté ici avec 30 secondes restantes. Les grenades à gaz télécommandées de Ferry peuvent être tout à fait dommageables. Knight qui va d'ailleurs tenir, hein, voilà, il doit encore jongler plusieurs lignes. Et puis ça, c'est vraiment le gros problème d'être un désavantage numérique. Je ne sais pas de quel côté la pression va arriver. Les grenades IM vont quand même désactiver les Mingu. La dernière Mingu de Knight va peut-être se faire lancer dans les prochaines secondes. On est en train de poser le désamorceur. La Mingu ne servira pas à grand chose. Et on va voir ici la frite qui va intercepter Ferry. Ferry qui est vraiment la seule réelle opportunité d'empêcher le désamorceur de se faire poser. Et la frite avec la -2 pour le kill cam final. C'est bien relocalisé également. Les attaquants, on peut voir, ils savaient... Oh, un beau pré-shot. Les attaquants savaient exactement où se trouvaient les derniers défenseurs. Donc c'est ainsi que ça aurait été relativement facilement de les empêcher de rentrer. Donc je vous montre ici les replays. Et puis, plus ce que je peux dire, ça va être que la Frix est lentement mais sûrement en train de rattraper les rondes qu'elle était en train de perdre. Une annulation de 4-3 quand on était en rôle. 4-2 pour le changement de rôle. Donc, il nous montre quand même qu'ils ne sont pas sans défense. Changement de rôle avec la rotation, ben, on peut quand même voir aussi la tendance qui pourrait s'inverser. Tout de même, la Hades, elle aussi, prend beaucoup de temps pour attaquer. Elle va attaquer à la dernière seconde. C'est quelque chose qui est vraiment commun aux deux équipes. Et puis, c'est un bien pour un mal parce que oui, ils prennent vraiment leur temps pour bien se préparer avant d'attaquer l'objectif. Mais en même temps, si jamais la préparation devait avoir quoi que ce soit qui avait été mal calibré, et bien là, tout d'un coup, ils se verraient forcés à attaquer avec une erreur quand ils ne peuvent pas se permettre l'erreur quand il reste les 10 dernières secondes. Donc, pour la 8e manche, on va aller dans la chambre. C'est un nouvel objectif qu'on n'aura pas vu jusqu'à présent. C'est la première fois qu'une équipe défend cet emplacement-ci. Et la stratégie va être relativement intéressante. On peut voir ici Ferry qui va poser un bouclier. Ça va donc vouloir empêcher quelqu'un de tirer sur Rip Bobby à partir de cette fenêtre-là. À supposer qu'ils vont vouloir tenter le Banditrix sur le mur ici, vers le balcon. Pas de baseball plein de sang, je l'avais jamais remarqué. C'est donc violent ce jeu-là. Faudrait s'y attendre, mais quand même, je viens juste de remarquer ça. Castle va également être présent et ça peut être très intéressant. S'il veut poser justement une barricade dans la première porte juste ici, ça pourrait offrir une double protection à Bobby à partir de la fenêtre là-bas. Si jamais Zofia voulait, disons, abattre les défenses de Rip Bobby, mais ça lui prendrait ces deux KS-79. Le premier pour la barricade Castle, le deuxième pour la déployable. Les attaquants sont en train d'arriver très rapidement, puis on peut voir Castle est en train de poser une barricade un moment relativement avancé, disons, dans la ronde. Et puis la frette ici tient immédiatement la ligne. Et puis ça peut être relativement intéressant parce que les défenseurs ont choisi une défense relativement large. Et puis évidemment, ça va vraiment disperser leurs ressources si jamais les 5 attaquants sont sur le premier étage, juste ici sur la salle de recette au même moment. L'Itic tomberait en un rien de temps.
Tout de même, ça ne semblerait pas être leur option principale. Après tout, on va vouloir, je crois, mettre de la pression à partir du balcon juste là. Et le jeu du Banditrix va à nouveau arriver. Là, Ibana va se faire poser. On va mettre du feu, par exemple. Ça ne passera pas. Non, il l'a mal posé. Il est trop tard et le mur va donc exploser. Il aurait peut-être même pu tenter d'en poser un deuxième, par exemple. Ça aurait peut-être fonctionné, quoique pour l'instant, Toxico va tenir la ligne au moment où on va voir Ibana qui va juste ouvrir le deuxième pan de mur qui va s'assurer de permettre vraiment de bien pouvoir rentrer. Et Bobby va vraiment se voir repousser le maximum. Et puis il semble savoir qu'à ses pieds, la trappe à drone peut être un très très gros danger potentiel. On a Clobus qui fait OK, merci de Toxic. Waouh, la réponse qui a tardé. Rendu là, j'aurais pas tendance à voir que c'est un petit glitch de la part de Twitch. Parce que répondre à un commentaire, genre une demi-heure plus tard, c'est relativement rare. Et puis ici, l'Afrique ont vraiment mal commencé leur attaque. Ils sont en situation de 5v3. Ils n'ont pas de réelle façon d'entrer dans l'objectif, pas de réel plan. Je rate tous les kills qu'on a jusqu'à présent. Vraiment désolé pour ça. Mais là, situation de 2v5. On est en train de droner, on est en train de se relocaliser. Ils n'ont pas vraiment de bonne façon d'arriver dans l'objectif. Toxico va vouloir tenter de rentrer à partir de la salle de surveillance. Ça pourrait fonctionner s'il est capable de garder l'avantage de la surprise assez longtemps. Le problème, par exemple, c'est que la frite est en train de mettre de la pression de l'autre côté. Donc, ils sont en train un peu de se séparer et de s'isoler quand ils sont déjà en désavantage numérique. Ça, c'est un problème potentiel qui pourrait vraiment peser lourd. D'ailleurs, un mur non renforcé comme ça, si on est assez insistant sur les wallbanks, ça pourrait peut-être même passer. Mais pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Toxico qui semblerait même tenter de contester les run-out. Et puis ici, c'est clair qu'on sait clairement qu'il est là. Et voilà, un premier kill dans la part de la frite. Très bien joué. Toxico ne sera pas en mesure de faire autant. Voilà. Ouh. Bégayer là-dessus. Il est en mesure de faire un kill par exemple, mais il va tomber. La frite, situation de 3v1 avec le drone Yokai ici, ça va être vraiment le début de la fin ici. 22 secondes restantes au chrono. Le drone va tomber, mais ne pourra pas rusher avant un petit bout ou avec une bonne fiabilité, avec une bonne performance. Et puis, il ne voit pas grand-chose. Et avec 13 secondes, c'est vraiment très peu probable qu'il arrive à rentrer. Les pré-shots vont être tentés, mais ça ne passera tout simplement pas. Et vraiment, c'est la fin ici. Je vois pas vraiment de façon comment l'Afrique pourrait l'emporter. Ferry, avec la toute dernière seconde, est capable de faire un rush et remporter la ronde avec son pistolet. Très bien joué ici. Un petit rush un peu agressif qui était absolument pas nécessaire pour remporter la ronde. Qui a tout de même été tenté et qui va tout de même avoir permis de remporter la ronde un petit peu plus tôt que si le temps devait s'écouler. Malheureusement, le replay là. Wow, j'ai dû en rater un ou deux parce qu'on a fait plus que 2 kills quand même. Et ici, Maverick qui peut mettre de la pression. Ah non, voilà, c'est des Zofia. C'est juste que tu as eu un imprévu. Ah, ok, je vois. On a un premier kill ici. Et j'ai pas enregistré la kill cam finale. Wow. Ok. Désolé pour ça. Gros, désolé pour ça. Quand même, cette ronde-là gagnée par la Hades va vraiment être un problème pour l'Afrique. La Hades est maintenant à 2 rondes de gagner. Et puis, l'Afrique sont capables de gagner 1 ou 2 rondes de temps à autre. Ils ont 3 points après tout. Mais ils n'en gagnent pas assez fréquemment. Ils n'en gagnent pas assez souvent et avec une assez bonne cadence pour être en mesure de dire qu'ils ont une réelle chance de l'emporter. Marshall officiel, merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas t'y plaire. Bonjour à toi d'ailleurs. Donc pour la 9e manche ici, on va avoir une défense qui va retourner au sous-sol. Dans l'église. Oui. Et puis la composition pour défendre l'église va être relativement intéressante. On a à nouveau Rip Bobby qui va jouer le pulse. Par exemple, ça va être la première défense de l'église depuis le changement de rôle. Donc je vais être vraiment curieux de voir est-ce que la Hades va jouer pulse de la même façon que Frix employait pulse. C'est-à-dire sur l'objectif pour savoir quand et où Ibana va ouvrir les trappes. Et tenter de coller une coupe plafond pour être en mesure de chercher le kill sur Ibana avant qu'elle fasse péter. Par exemple, Pulse peut également, j'ai vraiment pas besoin d'expliquer le comment du pourquoi, être un excellent roamer. Et donc sur cet aspect-ci, je serais vraiment curieux de voir Bobby ne pas rester sur l'objectif. Le plus que je le regarde par exemple, le moins que je ne ressens une motivation de sa part de sortir de l'objectif. Night of Mix, il va juste faire une petite dernière mine coup dans l'évacuation avant de barricader pour de bon. Et ça va être Lithic qui va sortir pour poser un barbelé. Et il va revenir voilà, à la buanderie directement après. Encore une fois, très peu de roaming pour l'une et pour l'autre des équipes. C'est intéressant à voir que les deux équipes ont des stratégies quand même relativement, avec une certaine marge d'erreur évidemment, relativement semblables. Pour la toute première fois, on va également avoir Didi ici qui joue Montagne. L'Afrique semblerait donc penser qu'un bouclier c'est ce qui leur prend pour être en mesure de reprendre le dessus face à leurs adversaires. Invariablement, ici, Lithic va être le premier à recevoir de la pression. On peut voir clairement de quel côté les attaquants sont en train de prendre pied sur l'objectif ou sur le bâtiment, je devrais dire, pardon.
D'autant plus que la trappe est en train de se faire ouvrir. Donc ici, oh, il voit tout juste le bout du canon. Il sait que quelqu'un va être là. Le tir vont-ils passer? Oui, les tics avec le premier kill. Très bien joué. Un premier sang va arriver pour la Hades. C'était une mort un peu bête de la part de Thatcher. Tout compte fait. Et Montagne va donc être le prochain à prendre la perspective, à prendre la ligne et à mettre de la pression. Lui n'aura pas peur de prendre une, deux balles comme ça. On peut voir qu'on tire sur réflexe chez Lithic et il va se faire droner très rapidement. On va se faire détruire, mais on aura quand même pris l'information sur les coups de rotation. Ferry et c'est qui est de l'autre côté? Non, Dragon, si on veut tirer un petit peu le principe, pourrait relativement facilement faire une rotation et venir supporter leur allié. Didi le Kiwi a encaissé une grosse quantité de dégâts juste ici et Spy en rentrant est en mesure de faire le frag sur les tics. Par exemple, s'il ne fait pas attention, il y a d'autres gens qui vont revenir dans la buanderie, à savoir Ferry, pourrait utiliser la rotation pour rentrer ou pourrait tout simplement continuer à tenir la ligne. Donc ici, le moindrement qu'AQ voit les dispositifs anti-grenades et le moindrement qu'AQ se laisse tenter par d'aller les détruire, il y aurait un kill relativement facile à les faire pour Ferry. Même ça va être Dragon pour l'instant qui va mettre de la pression et ça va être Montagne qui va la recevoir. Cette Mingo va se faire détruire. Vraiment lancer une Mingo sous les yeux de quelqu'un. Oh, cette fumée-là pourrait être la fin de Montagne, mais non, il va réussir à s'en sauver à la toute dernière seconde. D'ailleurs, parlant de toute dernière seconde, il reste déjà que 55 secondes. On n'est pas à la toute fin, mais la pression du temps va commencer à se faire ressentir. Ici, Zofia va recevoir de la pression de la part de Pulse. Pulse n'a plus Sentro dans son inventaire. Knight va faire un kill de son côté. On a sauté. Voilà, c'est Hibana Toxico qui va être en mesure de faire le frag. On a donc maintenant le contrôle de l'objectif. Mais on n'a pas le désamorceur pour aller avec. Ça, c'est vraiment un gros problème. Donc Toxico va vouloir aller plus loin. Il va peut-être même tenter de jouer le kill. On va voir juste ici sur le ping jaune un illusion. Est-ce que Toxico veut continuer à mettre de la pression? Et oui, voilà, un kill va arriver. Très bien joué. La Mingo a d'ailleurs été lancée directement sur lui, enlever la mine de son pied au même moment. Ça peut être un peu dangereux. Ici, avec son avantage de la surprise, ça ne passera pas. Spy est capable de faire le kill. C'est ainsi que la Frix Team va remporter la 9e manche. Voilà, Spy qui est juste rentré de manière tout à fait prévisible. Quand il détruit la barricade comme ça, on t'entend arriver, on sait de quel côté ça va arriver. Il aura donc montré qu'il avait tout simplement un shoot supérieur à son adversaire, puisqu'il était en mesure d'aller faire le kill. Va pour le replay. Le tout premier replay qu'on a ici, c'était un excellent one-tap de la part de Lithic. Et puis, je me demande si c'était la bonne chose de laisser Lithic ici. Premièrement, il avait très peu de vide à la mesure où c'est un opérateur à 3 points de vitesse sur le point d'armure. Mais il avait perdu l'avantage de la surprise. Donc peut-être qu'un opérateur plus lourd, comme par exemple Rook ou Echo, disons, aurait pu être plus pertinent pour tenir une ligne et puis chercher les fusillades face à face. Les opérateurs plus légers ont une mobilité et ont une vitesse qui est vraiment absolument... D'ailleurs, on est en train de cliquer dans les ici. Ont une mobilité, une vitesse qui n'a absolument pas été exploitée de par le fait qu'on avait quelqu'un qui restait de manière statique derrière une toute petite ligne. Donc, la bonne nouvelle ici pour la Frix, c'est qu'ils ont gagné une ronde qui était particulièrement importante pour eux. S'ils perdaient cette ronde-là, la Hades était déjà en point de match. Et puis, puisque c'est pas encore le cas, il n'y a pas encore, disons, le gros stress ou la grosse pression de on n'a plus le droit à l'erreur. Ils pourraient justement venir mettre de la pression sur l'aspect moral ou sur l'aspect psychologique des joueurs. On va retourner à la salle de recette. Et puis, dans la salle de recette, on va à nouveau avoir une stratégie assez semblable à ce qu'on avait précédemment, avec quelques petites différences. Premièrement, je ne vois pas Smoke. Smoke a été remplacé par Ferry qui joue Doc ici. Et on a également Dragon. Lui a les Evil Eye, en espérant qu'ils soient en mesure de faire un peu plus d'effet avec que précédemment. On va vouloir les poser. Petit sachet ici, mais ça ne passera pas. Ça va donc tout simplement rester sur la table de manière tout à fait statique. Ferry qui s'ouvre une toute petite ligne ici. Ça a le potentiel d'être très intéressant. Mais pour l'instant, par exemple, la pression va arriver sur le garage très rapidement. Et on va laisser Doc ici, puisque lui, il a la COG. Il est beaucoup mieux équipé pour tenir une ligne statique que Jäger, qui est sur l'objectif. Va-t-il même vouloir partir en roaming? Non, il est en train de bouger, mais c'est juste pour finaliser les positionnements de ses gadgets. Et au moment où je dis non, il ne sort pas en roaming finalement, il va clairement partir à la chambre. Le 2 tape ici immédiatement. Lésion, capable de faire un premier kill sur IQ. Doc a clairement vu que la porte ici était ouverte, mais les attaquants ne vont pas mettre de la pression dessus. Voyons, les grands Thatcher vont avoir désactivé la première rivale. Ça nous indique clairement que la pression va commencer à arriver de ce côté-là. Et donc le jeu Banditrix va très rapidement arriver.
petit peu. Rip Bobby. Donc, ça semble savoir que la passion va arriver. Surtout quand on a Ibana ou Zofia, je devrais dire. Oh, les grenades Thatcher pourraient poser problème, mais non. Rip Bobby le pose du mauvais côté. Il va la poser. Est-ce que ça va passer? Non, ça va exploser. Et il va se voir forcé de se replier un petit peu. C'est donc ainsi que Ibana va avoir réussi à ouvrir le mur. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a toujours un Banditrix quand on a une défense en haut ici. Mais jusqu'à présent, ça n'a que très rarement fonctionné. On aurait d'ailleurs le moindrement que l'un ou l'autre de ces deux joueurs-là se retourne, un kill relativement facile, soit pour Bobby, soit pour Didi, l'un ou l'autre qui va vouloir prendre l'initiative. Bobby semble savoir qu'il y a quelqu'un sur son dos, mais il a également des grosses priorités vers la porte du garage. Et puis si on fait la rotation, si on est au travers de la perspective des attaquants différents, personne n'est en train de mettre de la pression à partir du balcon. Bobby qui est donc ici, au bas sens du terme, en train de tenir une ligne morte et en train de perdre son temps en ce qui concerne de participer à la défense pour son équipe. Ferry est capable immédiatement d'intercepter quelqu'un qui voulait rentrer par le garage. Il a d'ailleurs pris la possession du désamorceur. Donc ça, c'est vraiment très bon pour les défenseurs. Les attaquants vont arriver par l'arrière. Par exemple, Zizi qui va faire un premier kill. La moins 2 va-t-elle passer? Il a mis dans le pied. Ça va être un petit problème. Il va se le rapidement. Situation maintenant de 2v4. Les attaquants, encore une fois, n'ont pas le désamorceur. Donc de prendre le contrôle de l'objectif, ça va être à peu près inutile. Rip Bobby va faire un autre kill. Ça va nous laisser avec Jackal ici, Didi en situation de 1v4, 50 secondes restantes au chrono, il a encore toute sa vie. L'avantage de surprise va maintenant être perdu, il va rentrer, il va se prendre une mini-go dans le pied, donc ouais, ça va vraiment limiter ses efforts. Il va pouvoir continuer de mettre de la pression, il va maintenant pouvoir rentrer sans la mini-go, mais il va probablement s'en prendre une autre très rapidement. On va tenter les traverses, ne passera pas, il va vouloir rusher, oui, un peu kill, va passer la triple kill ici, mais ce sera tout simplement insuffisant avec Ferry qui va être en mesure d'aller chercher le reprag immédiatement après. Et voilà, très bien joué. Au moment où il saute par-dessus la garde-corps, puis au moment où il saute par-dessus la balustrade, apparemment il voulait se relocaliser au cas où le kill devait ne pas passer. Et voilà, il va pour le replay. Donc Thatcher qui a été un petit peu trop agressif pour son propre bien. Vraiment, c'est Jackal plus tôt dans la ronde qui aurait dû faire ce genre de manœuvre-là. Et Jackal va là, remis de la pression de l'autre côté finalement. La moins 2, la petite double qui aura passé. Après ça, il n'y avait pas le choix, il va vouloir rentrer la moins 3. Mais finalement, le désavantage numérique était juste trop important et il n'aura pas été en mesure de faire un comeback face à ça. Et maintenant, ça va être une situation plus ou moins désespérée pour l'équipe Frix. Puisque la DES est maintenant en point de match. C'est la manche décisive. La Frix, pour rester dans la partie, doivent impérativement remporter les 2 prochaines manches. Ça ne sera définitivement pas donné. Tout de même, on va avoir une composition en défense un peu hors du commun avec Alibi. On n'aura pas vu particulièrement fréquemment. Donc, vraiment, si la Hades devait expérimenter avec quelque chose de nouveau, quand c'est pas vraiment le temps de le faire, ça pourrait causer problème. Reste à voir vraiment comment Ferry va jouer Alibi. Toujours curieux de voir parce qu'il y a 2-3 façons différentes de jouer son gadget. Tout comme Pulse, on peut prendre un capteur cardiaque pour partir en roaming, savoir de quel côté la pression arrive, ou rester sur l'objectif et savoir de quel côté la pression arrive. Donc, Ferry ici a le potentiel d'être vraiment très intéressant et d'être relativement, disons, versatile. Son gadget peut avoir 2-3 emplois. Et pour l'instant, il ne semblerait pas trop vouloir roamer, voir quelqu'un qui fait du roaming avec Alibi, c'est relativement rare après tout, mais c'est pas impossible. Et voilà, on va vouloir ouvrir tout ça, et je n'arrive pas vraiment à déterminer pourquoi. Parce que il n'y a pas moyen vraiment que les défenseurs lancent quelque chose par-dessus ça, la nitro collerait au plafond actuellement, la grenade de percussion exploserait au plafond. Alors que les attaquants pourraient lancer une grenade frag qui elle rebondirait par-dessus le top du mur et pourrait rouler sur l'autre salle. C'est pour ça que je suis un peu mystifié. Mais la bonne nouvelle par exemple, c'est que ça va probablement aider avec le son. L'engin sonore de Rainbow Six Siege qui est tout simplement excellent. D'après moi, c'était ça le but, de savoir de quel côté la pression va arriver. On va donc encore avoir les mêmes jeux que d'habitude. Avec le Banditrix et le counter qui va s'avérer être un Thatcher qui va devoir arriver relativement rapidement. Spike qui pourra peut-être même se laisser tenter la pression par cette fenêtre-là pour tenter de détruire les batteries bandits. Mais il y a un mur cassol dans le col de porte, ce qui va rendre ça tout simplement impossible. Knight pourrait-il se laisser tenter par une sortie par exemple si Spike est juste à la fenêtre juste ici. Sinon, est-ce qu'on aurait quelqu'un d'autre qui voudrait ouvrir la fenêtre là? Apparemment non. Donc la pression va venir juste ici, ça va être le jeu du Banditrix. Et puis Ibana, on a dansé des Ibana des deux côtés, ce qui va vraiment forcer Rip Bobby à choisir son côté. Et puis il n'y avait pas moyen qu'il détruise les deux, donc voilà, il aurait été en mesure d'empêcher l'une des deux charges X-Kairos d'ouvrir. Ça n'aura tout simplement pas été suffisant. On va voir ici Ferry par exemple qui va être capable de s'en sauver avec sa vie avec l'aide de son prisme.
Très bien joué ici. Et on va voir ici, oh, un deuxième kill de la part de Ferry. Double élimination, très bien joué. La pression, par exemple, va arriver plus directement sur l'objectif prochainement. On va voir ici Toxico qui est capable de faire un beau kill sur Dragon, qui est dans les escaliers, donner des lignes quand on n'a pas besoin. Ça peut être mortel. Tatar qui est en train de recharger, qui va vouloir continuer à mettre de la pression sur l'objectif. Ça va être la Frite qui est rentrée par le bureau logistique, qui est en mesure de faire un premier kill et qui va vraiment forcer les défenseurs à prêter d'attention de 2-3 côtés à la fois, de jongler les lignes. Et puis on peut vraiment voir que c'est là que typiquement la défense va échouer. Lithic qui tient parfaitement bien la ligne. Et oui, voilà, un excellent kill ici, très bien joué. On a d'ailleurs la possession du désamorceur. Lithic, par exemple, n'a absolument aucune façon de le savoir. Et la Frite va vouloir arriver côté bureau logistique. Est-ce que les défenseurs sont en train de tenir la ligne? S'il est capable de bien bloquer une rotation, justement parce qu'on ne s'attend pas trop à sa présence, ça a le potentiel d'être très intéressant. Lithic est de ce côté-là, alors que les deux défenseurs restants sont de l'autre côté. Et voilà, la Frite, au moment où je lâche sa perspective, fait un excellent kill. On redescend en situation de 2v2. Moi, triple élimination de la Frite, très bien joué. Lithic a donc maintenant plus aucun contrôle de l'objectif, va devoir revenir sur ses trappes. Mais il va le bout de la tête des Ziggunet-Tatar, mais c'est Ziggunet-Tatar qui va l'intercepter. Très bien joué ici. Et la Frix Team, d'ailleurs, va être en mesure de remporter une ronde qu'ils avaient absolument besoin de gagner. C'est maintenant une situation de 6 à 5. S'il remporte la prochaine ronde, il va y avoir un temps supplémentaire. Allons-y pour un petit replay bien sympatoche. On aura vu des trucs très intéressants de cette attaque-ci parce que c'était pas systématiquement toujours la même chose que ce qu'on aura vu précédemment. Donc, premièrement, ici, Bandit, qui n'était pas en mesure de protéger son mur. Libby a fait un excellent kill là-dessus, là, va tomber immédiatement après. Et c'était également la -2 ici. Très bien joué de la part de Ferry. Je pense que en double. Non, peut-être pas. Et puis, après ça, les prochains kills qu'on aura eu sur le menu, ça va avoir été Castle ici. Avec son excellent, ça aurait pu être un one-tap. C'est une excellente ligne. Je l'ai enregistré 2 fois. Voilà, c'est ça que les blocs que j'avais enregistré 2 fois. Je savais qu'il y en avait un que j'avais en double. Voilà. Pour la deuxième lecture de ça. Zofia, au même moment, on a vu un kill sur Maestro. Lui, je l'ai raté, je pense. Au même moment, voilà, c'était Zofia. J'ai acheté sa perspective juste quand il va faire le kill. Et après ça, il était capable de rentrer, de faire une triple élimination. Finalement, c'était Ziggunet-Tatar avec les kills final sur Castle, qui était un petit peu trop sorti de l'objectif pour son propre bien. Potentiellement la dernière ronde, encore une fois, la Frix Team aide au mur. Si la Hades devait remporter la ronde, ce serait gagné pour eux. La Frix Team n'a donc absolument aucun autre choix que de remporter cette ronde-ci pour aller en temps supplémentaire. On va défendre dans l'église et dans l'armurerie. Et avec une composition qui va encore et toujours s'adapter un petit peu. On aura vu l'efficacité de Ferry avec Alibi, donc il va la rejouer à nouveau. Le Mix-4 qui est d'ailleurs vraiment une excellente arme, qui est un peu sous-estimée parce qu'on ne voit pas Alibi jouer particulièrement souvent. On peut pas nier, elle n'a pas le meilleur des gadgets ou le gadget le plus pertinent, le plus important qui soit. Mais c'est quand même un arme qui est vraiment mortelle et qui n'est pas assez fréquemment jouée, selon moi. Différentes Mingu ont été lancées de différents endroits de la part de King of Mix. Et puis les attaquants vont immédiatement commencer à arriver. Reste à voir de quel côté la pression va se faire mettre. Et puis ça va être... Wow. De quel côté les attaquants vont vouloir mettre de la pression. Je pense que je vais un petit peu reformuler mon langage là-dessus. Et puis voilà, Spy est immédiatement en train de faire un bon droning anti-roaming. Et voilà, Ferry est en train de jouer le roaming. Donc ça va être un petit avantage de la part des attaquants. Je pense pas que Ferry a conscience d'avoir été repéré. Parce que définitivement, il ne garde pas son arme pointée sur l'emplacement duquel on pourrait s'attendre à recevoir de la pression. Voilà, ici Spy a l'avantage de la surprise puisqu'on ne sait pas de quel côté la pression va arriver. Ferry vraiment qui est juste là en train de sagement et patiemment attendre que la pression arrive sur lui. Et puis c'est vraiment pas un style de jeu très proactif, c'est vraiment plus un style de jeu réactif. Il laisse les attaquants, il laisse son adversaire mener la danse, il laisse son adversaire préparer son coup, préparer sa stratégie. Et lui il attend tout simplement de se faire push. Et voilà, au bon moment il va se relocaliser, il va être en mesure de faire un kill à... Mais la -2 ne passera pas. Ziggunet-Tatar va l'intercepter très rapidement. Et puis la bonne nouvelle pour les attaquants, pour l'Afrique, c'est que ce n'est pas Ibadan qui a été éliminé comme ça par le jeu de roaming. Donc il y aura encore la possibilité d'ouvrir les trappes, ce qui d'ailleurs a été fait entre temps. Les derniers défenseurs, fidèles à leur habitude, vont rester sur l'objectif. Donc on n'aura pas 2 ou 3 opérateurs qui vont jouer le roaming. Mais on peut voir que beaucoup de lignes sont en train de se faire ouvrir. On peut voir ici Spy, qui n'est pas seul d'ailleurs,
à poser des charges explosives sur le plancher et à tenter de trouver des lignes sur les défenseurs qui vont être à l'étage inférieur. Mythique est capable de faire un excellent kill sur Dizzy. La moins 2 va-t-elle passer ici? Ah, tout juste un petit peu plus à gauche. Ça aurait pu passer si le timing avait été mieux. Dog va devoir se guérir très rapidement. Et ma question va être de quel côté est-ce que la pression va arriver? Spy ici est à la trappe du bord. Il pourrait très facilement sauter. Mexico qui semble penser qu'il y a du roaming. Il tient une ligne plutôt morte. Et on a ici Ziggunotor qui met de la pression par la réserve. Les deux joueurs voulaient sauter au même moment. Ils pourraient peut-être coordonner quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, on ressent vraiment une attitude beaucoup plus passive de la part de la Freaks Team. Et puis ça, quand l'attaque est si passive, quand ils attendent que quelque chose se produise, mais qu'ils ne font rien pour justement causer un événement, eh bien à ce moment-là, ça peut être... Oh, le kill ici sur Doc va être possible. Très bien joué de la part de Spy. Tout de même, quand les attaquants perdent tout leur momentum, c'est difficile de revenir, de faire un comeback dans ces situations-là. 3v3, 30 secondes restantes au chrono. Les défenseurs ont somme toute encore une excellente prise sur l'objectif. Critique va se localiser après avoir été droné. Mais tout de même, le contrôle sur l'objectif ici est encore à peu près total, vraiment. La seule porte d'entrée que Knight n'est pas en train de tenir, c'est un drop à partir de la hache de la cuisine. Et voilà, il va se retourner au bon moment. Voilà, il sait que la pression va arriver. Il va tenter les gros pré-shots, mais finalement, ça va être IQ qui va être en mesure de chercher le kill. On va donc avoir ici Ibana en situation de 1v2 qui n'aura pas d'autre choix que de récupérer le désamorceur et rentrer en toute vitesse, mais ça ne passera pas. Et c'est ainsi que la DES va remporter la 7e manche. C'est ainsi qu'ils vont remporter la partie tout juste avant d'aller en temps supplémentaire. Très bien joué à eux. Et voilà l'éthique avec la kill cam finale.